Bonjour à tous. Les failles de l'île Longue, le titre du Télégramme a provoqué ce mardi des réactions jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Le journaliste à l'origine de l'enquête, Hervé Chambonnière, est sur notre plateau et il revient avec nous sur cette investigation sur la sécurité de la base sous-marine de l'île Longue en rade de Brest. Hervé Chambonnière, bonjour. Bonjour. Alors, Hervé, quel est le point de départ de cette enquête ? En fait, c'est une personne qui nous a alertés au départ, qui avait constaté par elle-même des failles de sécurité. En fait, l'enquête est partie de ce point précis. Et il y a eu tout un cheminement qui a été assez long. L'enquête a duré plusieurs mois pour arriver au résultat qui est celui qui a été publié ce matin et également diffusé sur notre site web. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert justement au fil de cette enquête ? Une série en fait de failles qui affectent la sécurité du site je dois dire qu'au départ on a été extrêmement surpris et dubitatif de ces découvertes-là. On a réussi, c'était extrêmement difficile puisque tout ce qui touche à l'île Longue est couvert par le secret défense, donc ça a été extrêmement difficile de pouvoir corroborer certains faits, de les recouper. Il y a des informations qu'on a choisi de ne pas diffuser parce que justement on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du processus de vérification ou parce que les infos étaient peut-être trop sensibles. Voilà le travail qui a été fait. Alors ces découvertes ont suscité des réactions depuis ce matin, notamment au plus haut niveau du gouvernement, puisque le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie sur la sécurité de la base sous-marine de l'île Longue. Est-ce que selon vous, l'ouverture de cette enquête, c'est un aveu de défaillance dans le système de sécurité ? Il y a une espèce de paradoxe dans cette décision, puisque d'un côté on a la DICOT qui est le porte-parole du ministère qui dit qui reconnaît qu'il y a une série de dysfonctionnements, et de l'autre il y a une demande d'enquête officielle, alors que nous, les informations qu'on a eues par ailleurs, c'est que des informations étaient déjà remontées. Donc là, je ne sais pas ce qui sera fait après de cette enquête-là. Est-ce que c'est un autre type d'enquête ? Est-ce que c'est pour essayer de temporiser, d'analyser peut-être un peu plus ce qui s'est passé ? En tout cas, ça peut être extrêmement positif d'une manière générale pour la sécurité du site. Il faut aussi dire que il y a des mesures qui ont été prises, qui sont en cours, puisque nous, on est tombé sur des appels d'offres qui notamment font valoir que des nouveaux moyens vont être mis en place, comme un nouveau poste d'accès ou la modernisation des moyens de cheminement. Voilà. Donc il y a des failles, oui, mais il y a, semble-t-il, une vraie volonté pour répondre à ces problèmes-là, du moins pour une partie d'entre eux. Alors on écoute justement Pierre Bayle, le porte-parole du ministère de la Défense, qui a répondu à nos questions. La sécurité de la dissuasion n'est pas à risque. Elle n'est pas en défaut. Sur le fond, il n'y a pas d'éléments vraiment nouveaux dans ce qu'on a lu dans l'article par rapport aux informations que nous avons. Il y a des systèmes qui peuvent arriver à obsolescence ou qui sont dépassés ou qui sont insuffisants ou des matériels renouvelés. Mais ça, ça fait partie des choses normales. Chaque année, il y a plusieurs fois par an des inspections ou des tentatives, des intrusions. Le dispositif est testé en permanence. Alors on vient de l'entendre, l'armée et le ministère de la Défense se veulent rassurants. Est-ce qu'il y a tout de même des raisons de s'inquiéter pour le grand public ? Alors il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pu entendre quelques raccourcis ce matin qui semblaient indiquer que l'île Longue était une passoire. C'est absolument pas le cas. Une personne qui essaierait de rentrer par ses propres moyens de manière sauvage sur le site de l'île Longue s'exposerait à de graves problèmes et serait automatiquement détectée et interceptée. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cœur du site est quand même extrêmement bien protégé. Et la troisième chose, c'est que tout ce qui touche au nucléaire semble extrêmement verrouillé et qu'une réaction de type Hiroshima ou ce genre semble techniquement impossible sur le site de l'île Longue. Donc après ça peut relever du simple symbole,
si une attaque devait avoir lieu ou si une action était entreprise, mais c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est le bouclier de la France, c'est l'assurance vie de la France. Est-ce que un site comme celui-ci, aussi sensible, aussi secret, peut se permettre, ne serait-ce qu'une atteinte au symbole? J'en suis pas certain. Merci Hervé Chambonnière d'être venu répondre à nos questions. Et tout de suite, le reste de l'actualité de ce mardi 11 juin 2013 dans le Finistère. L'image du jour, c'est cette opération escargot menée par les salariés des abattoirs GAD entre Lampol-Guimillot et Saint-Martin-des-Champs aux portes de Morlaix. Près de 500 personnes étaient mobilisées ce mardi pour exprimer leur inquiétude sur l'avenir du site. L'entreprise est en redressement judiciaire depuis le mois de février et aucune offre de reprise pour l'abattoir n'est parvenue au tribunal de commerce de Rennes. Les abattoirs GAD emploient près de 1700 personnes en Bretagne. 800 000 €, c'est notre chiffre du jour et c'est l'amende que vont devoir payer le capitaine du vraquier russe Mikhail Koutousov et son armateur. Le tribunal de commerce de Brest a rendu son jugement ce mardi. En août 2012, un avion des douanes avait repéré une nappe d'hydrocarbures de 20 km de long dans le sillage du cargo à l'ouest de la Bretagne. Le ferroutage redémarre en Nord-Finistère. La plateforme multimodale de Morlaix reprend du service 25 ans après sa création. À l'époque, elle était jugée trop coûteuse et peu rentable. Le site a été remis sur pied par la SICA de Saint-Paul-de-Léon et la communauté de communes de Morlaix. Ghislain Fontevilla est allé assister à ces opérations de ferroutage. Pour ces fleurs, direction le sud-est de la France. Elles vont d'abord rejoindre d'autres containers pour être acheminées par train à leur destination. Avec l'augmentation du prix du gasoil et l'écotaxe souhaitée par le gouvernement pour le rejet de CO2, le ferroutage, cette association entre train et camion, revient sur le marché du transport. Seul bémol, la ponctualité. On a préféré allonger un petit peu le temps de livraison, ce qui limite les aléas un petit peu du train. Mais il est clair que pour faire des produits frais demain, il faudra effectivement qu'on ait une fiabilité qui soit plus à 80%, ce qui est déjà bien, mais qui soit à 100%. Située en périphérie de Morlaix, la plateforme de chargement gérée par Combi Ouest a vu son premier train partir le 30 avril dernier. Pour la communauté de communes de Morlaix, qui a investi 800 000 € dans le projet, la volonté est de permettre aux entreprises bretonnes de rester compétitives. C'est vrai que compte tenu de la périphéricité de la Bretagne et des entreprises qui sont sur notre secteur, la question de la logistique est très importante pour pouvoir accéder à des marchés lointains. Le transport combiné répond en partie à cette problématique. À plein régime, la plateforme verra partir 10 trains par semaine, pouvant chacun transporter jusqu'à 40 containers. Et c'est le moment de passer à notre série de la semaine concernant le baccalauréat. Pour les élèves du lycée d'Iwan à Carhaix, cet examen marque le début d'une nouvelle vie sans le breton. Pauline Ferco est allée à la rencontre de ces lycéens. Les 82 terminales du lycée d'Iwan de Carhaix vont passer leur bac dans quelques jours. Pour l'occasion, les profs font cours depuis plusieurs semaines en français et non plus en breton, histoire de les mettre dans le bain pour le jour J. Ce passage à la langue française annonce aussi un grand tournant dans leur vie. Une fois le bac en poche, les anciens élèves de Diwan n'auront plus forcément l'occasion de parler breton tous les jours, comme c'était le cas durant toute leur scolarité. Je pense que ça va pas mal me manquer, mais en revoyant nos amis, je pense qu'on parlera, puisque ça nous manquera à tous et du coup on aura tous besoin de parler. Puis il y a plein d'événements en breton en Bretagne, donc on aura l'occasion quand même, je pense, de parler breton après, quoi. Après j'ai mes frères et sœurs qui parlent breton, alors j'essaierai, comme je ne les utiliserai pas dans les études, je pourrais essayer de les utiliser ailleurs, quoi, dans la vie de tous les jours, avec mes parents, mes frères et sœurs. D'autres ont choisi des cursus post-bac qui intègrent le breton. Faire un double cursus anglais-breton à Rennes. Moi, je vais faire une année de fac de breton. Pour l'équipe pédagogique, ce qui compte, c'est que le bilinguisme des élèves reste un vrai plus à la sortie du bac. Qu'ils utilisent la langue bretonne tous les jours ou pas. Et j'espère que la plupart d'entre eux ont un attachement à cette langue dont on pourrait penser qu'elle ne sert à rien. Voilà. Alors, comme elle ne sert à rien, comme beaucoup d'autres choses, je disais tout à l'heure de la musique, comme toutes ces choses qui ne sont pas si utilitaires. Et vu les excellents résultats du bac chaque année au lycée d'Iwan, une chose est sûre, le breton ne dessert pas les élèves dans leur scolarité.
Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée sur TBO.